Michel Serres, bonjour. Bonjour. Votre livre « Petite poussette » fait une magnifique carrière. On va parler de ça. À 80 ans, vous décrivez la nouvelle génération Internet. Exactement. Vous êtes dans l'école Eden, où vous donniez conférences. Oui. Vous, quand vous aviez 10 ans, 12 ans, quel élève étiez-vous? Je m'en souviens très mal, puisque c'est déjà du néolithique tardif, vous voyez. Mais le grand souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est que j'étais gaucher et qu'on m'a contrarié, comme on dit, c'est-à-dire on m'a fait passer de la main gauche à la main droite. Et de ce souvenir-là, qui est un peu traumatisant, j'ai un très bon souvenir parce que je ne dis plus gaucher contrarié, mais gaucher complété. C'est-à-dire ça m'a permis d'être ambidextre. Et je suis assez contre l'idée de faire écrire à gauche les gauchers. Vous voyez, il faut compléter. Voilà. Un peu de contrariété est bon. Un peu de contrariété est bon et beaucoup de complétude est encore meilleur. Et un peu de contrainte est bien aussi. Oui, l'art est fait de contraintes et meurt de liberté. La phrase est de Boileau, elle n'est pas de moi. On n'est pas loin de Petite poussette. C'est inspiré de ce mouvement des pouces Oui, bien que sûr. les jeunes ont pour taper. On distingue même les avant-Internet et les nouveaux comme ça. Entre l'index et le pouce. C'est-à-dire les avant-Internet font avec l'index, ce qui est mon cas, et les nouveaux font avec les pouces, ce qui est une nouvelle manière tactile, si vous voulez, d'écrire. Et d'une certaine manière, je suis devenu un illettré, puisque mes pouces sont assez peu adroits pour faire des performances pareilles. Vous avez 83 ans. 83. On rappelle un temps où vous aviez 10 ou 12 ans, mais vous ne dites jamais c'était mieux avant. Non, parce qu'avant, nous étions gouvernés par des gens qui s'appelaient Franco, Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Pol Pot, rien que des braves gens. 150 millions de morts. Alors non, ce n'était pas mieux avant. Petite poussette, succès extraordinaire. Je crois qu'on a dépassé 200 000 exemplaires, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est une fille, et ça n'est pas indifférent. Oui, ce n'est pas indifférent parce que les gens de ma génération qui ont enseigné, disons, un demi-siècle, ont assisté à quelque chose d'extraordinaire. C'est la victoire des filles sur les garçons. C'est-à-dire elles sont plus professionnelles, elles sont plus motivées. Pourquoi ? Parce qu'elles savent bien que sur le marché de l'emploi, elles ont plus à montrer dans une civilisation qui est encore un peu machiste. Et vous ne dites pas ça pour être sympa, c'est un constat que vous avez fait comme professeur aussi. Constat de professeur, et ce n'est pas seulement un jugement subjectif. Les statistiques confirment, c'est-à-dire sur les examens et les concours, les filles sont en avance de 10%, pour 10-12%. Vous faites le portrait de cette nouvelle génération qui est née vraiment dans Internet, qui nage complètement dans Internet. Vous aimez Internet. C'est-à-dire que je ne dis pas comme les Américains qui disent génération. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un conflit de génération, parce qu'à toutes les générations, il y a des conflits de génération, bien entendu. Là, c'est un renversement de culture qui est beaucoup plus important qu'un conflit de génération. Et ce renversement de culture qui arrive dans les années 90, 95, puisque Petite poussette doit avoir autour de 30 ans, quelque chose comme ça. Ce renversement est un peu comparable à celui qui a eu lieu au moment de l'invention de l'écriture, au moment de l'invention de l'imprimerie. C'est donc des chocs culturels vraiment beaucoup plus importants qu'un conflit de génération. Tout à l'heure, vous me montriez votre smartphone. Vous parlez des bonheurs qu'il y a sur Internet. Retrouver un vers de Virgile en ayant juste un ou deux mots. Oui, l'intérêt, c'est l'accès immédiat à l'information. Je n'ai pas dit à la connaissance, mais à l'information, avec simplement un clic. Lorsque j'ai été jeune, puis vous parlez de ma jeunesse, quand même le néolithique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait se déplacer, prendre le train, prendre une chambre d'hôtel, aller à la Bibliothèque nationale. Enfin, ça demandait une sorte de luxe extraordinaire de contraintes. Aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes-là, on a accès directement à l'information. Et vous décrivez cet aspect presque physique. Maintenant, c'est la main qui tient, tout est dans la main. C'est-à-dire que lorsque Petite poussette elle m'a fait découvrir le sens profond du mot du temps réel, c'est-à-dire de maintenant. Quand on dit maintenant, on fait allusion aux choses qui sont entre nous, là, dans le temps présent, et on oublie que ça veut dire tenant en main. Et alors évidemment, maintenant, tenant en main, Petite poussette tient en main l'information, tient en main les lieux avec le GPS, si vous voulez, tient en main aussi beaucoup de personnes, puisqu'on a démontré récemment en mathématiques que n'importe qui peut appeler n'importe qui dans le monde au moyen de 4 coups de téléphone seulement. Et donc, c'est maintenant tenant en main le monde. Vous auriez tout pour être réactionnaire. Vous êtes de l'Académie française.
Oui. Octogénaire. Couvert de médailles. Pas couvert, vraiment. Ça ne me m'habillerait pas. Et vous êtes tout sauf réactionnaire. Vous appréciez Internet. Vous appréciez Wikipédia, par exemple. Vous dites des très belles choses Wikipédia. Vous dites qu'il y a peut-être moins d'erreurs que dans beaucoup d'encyclopédies. C'est-à-dire, en effet, lorsqu'il y a des erreurs dans l'Encyclopédia Britannica, par exemple, elles sont définitives et sont imprimées. Tandis que sur Wikipédia, on peut les rectifier. En temps réel, sans arrêt. En temps réel, nous avons même fait des expériences. Vous avez testé, vous êtes joueur. Oui, j'ai testé. Vous avez mis des erreurs volontairement. Oui, j'ai mis des erreurs. Avec des amis, nous avons testé la capacité de réaction et de correction. On a même inventé, je crois, un compositeur de musique baroque avec les dates de naissance et de mort, avec l'œuvre complète, etc. Donc je crois que vous étiez à Palo Alto quand oui, vous avez fait ça. Oui. Alors, volontairement, vous avez trouvé une page pas très consultée pour pour avoir quand même un bon rapport avec les corrections. Et on a chronométré le temps de correction. Et alors ? Assez rapide. Oui. Le GPS, pareillement, c'est quelque chose qui vous fascine ? L'intérêt, c'est que je peux avoir en effet une orientation dans l'espace dont j'étais privé. Au fond, vous savez, la cartographie, c'est très important. La projection de Mercator au XVIe siècle, au XVe siècle, a été définitive pour s'orienter en mer ou sur terre, vous voyez. Et aujourd'hui, le GPS a à peu près la même fonction. Or, vous savez, la cartographie a été décisive dans l'exploration du monde. Et là, nous avons à peu près le même choc. Voilà. On parlera tout à l'heure de votre parcours. Le corps pour vous est très important. Les positions. Vous avez été rugbyman, hein ? Ça m'est arrivé. C'est pas indifférent. Vous dites par exemple la manière physiquement d'être devant son ordinateur ou sa télévision, ça en dit beaucoup. Oui, lorsque vous êtes en voiture, mon cher, il y a le conducteur et le passager. Le conducteur a le corps en avant et le passager a le corps en arrière, puisqu'il regarde le paysage se défiler. Eh bien, quand on est devant la télévision, on est plutôt en position passager. C'est-à-dire, on regarde la télévision, vous voyez comment je suis. Tandis que quand on est sur son ordinateur, on dirige, on est en position conducteur. Et je crois que le corps ne trompe pas. Vous voyez, la position active ou la position passive. Et nous sommes dans une école et tous les enseignants savent ça. C'est-à-dire que le corps ne trompe pas selon que l'enfant est en position passive ou active. Les pouces ne trompent pas non plus, hein, cette espèce d'activité très rapide. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans Petite Poussette, justement, dans le pouce, quelque chose de très intéressant. C'est la manière dont la main a changé au cours des âges. On a inventé l'écriture avec une sorte de position de la main et une sorte de recrutement des muscles raffinés du bout des doigts et des sensations tactiles, vous voyez. Et aujourd'hui, le remplacement du pouce n'est pas indifférent, certainement, dans le fonctionnement même du cerveau. Vous voyez. La télévision passive, vous dites des choses affreuses sur la télévision. Vous dites, par exemple, le temps qu'on a gagné en espérance de vie, on le perd dans la télévision. Oui, ça, c'est une statistique très intéressante. C'est-à-dire que vous savez que l'espérance de vie a cru de façon verticale dans les 50 dernières années, et nos compagnes ont 84 ans maintenant, alors qu'au siècle dernier, elles n'avaient que 40 ans d'espérance de vie, donc c'est gigantesque. Mais ramené à la journée, ça fait, je crois, 2h35 ou 2h50 d'espérance de vie gagnée, et c'est le temps moyen passé à la télévision. Je vous ai même entendu dire, c'est le temps perdu à apprendre à devenir con. Hein. C'était votre formule, vous l'avez dit. Je l'ai peut-être dit, en effet. Apprendre, ça change complètement. On est ici dans cette école Eden qui, par exemple, pratique l'enseignement à distance par ordinateur, comme ça se fait de plus en plus. De plus en plus. Pour vous, c'est très prometteur. C'est-à-dire, c'est un changement profond. Et je crois que pour mesurer les changements dans un moment donné, surtout maintenant, vous voyez, en temps réel, on a toujours avantage à prendre un recul de plus en plus important dans l'histoire, vous voyez. Et c'est pour ça que tout à l'heure, et je le répète, je ne compare cette révolution, si vous voulez, qu'à deux grands moments, au moment où on a inventé l'écriture et où tout a changé dans la pédagogie, et le moment où on a inventé l'imprimerie au XVe siècle, où tout a changé dans la pédagogie. Alors je crois aujourd'hui, en effet, que l'invention de nouvelles technologies va beaucoup changer dans les universités, dans l'enseignement, mais pas seulement, dans le rapport aux médecins, dans le rapport à la santé, dans le rapport aux entreprises, à la hiérarchie et même peut-être à la politique. Ce qu'on appelle les MOOCs, hein, c'est-à-dire ces cours à distance, ici en Suisse, le PFL développe ça beaucoup. Oui, bien sûr. Ça veut dire vraiment aller chercher le meilleur professeur plutôt que le professeur médiocre. Et il y a une forme de surenchère dans l'exigence. C'est peut-être
pas seulement des questions concernant le meilleur ou le pire, vous voyez. C'est plutôt des questions concernant la circonstance et ce qui est le plus adapté. C'est-à-dire nous sommes tous les deux et nous avons tous les deux très envie d'apprendre, je ne sais pas moi, le chinois ou la physique quantique, et nous allons chercher ce qui est le plus adapté à notre niveau, à notre âge, etc. Vous voyez, c'est peut-être pas le meilleur, vous voyez, c'est le plus adapté. Voilà. Alors, vous êtes de l'Académie française, il y a quand même des choses qui choquent dans la nouvelle génération. L'orthographe, vous voyez bien sur Internet, elle a complètement, elle s'est délitée. Ça vous peine pas parfois? Vous savez, autrefois, je n'ai pas le mot à ma disposition, vous l'aurez peut-être pour m'aider, et il y avait des techniques de prendre les notes rapidement, comment on appelle, la sténographie. Vous vous rappelez, la sténographie, c'était déjà l'orthographe était déjà très... Et tout le monde trouvait normal d'avoir une sténographe chez soi, vous voyez. C'est de la sténographie, tout simplement, c'est pas grave. Vous n'avez aucune nostalgie, par exemple, dans le monde avant Internet, où on s'ennuyait, par exemple, beaucoup plus, où on rêvassait peut-être davantage? Vraiment, rien n'était mieux? C'est dommage qu'on ait un peu perdu l'ennui, mais on ne le perdra pas, tout le monde s'ennuiera, ne vous en faites pas, oui, c'est sur ce point. Vous faites de la nouvelle génération un portrait assez saisissant, hein. Vous dites... Tout a changé, même le corps a changé. Hein. Bien sûr. Le rapport à la douleur, oui, bien sûr. La naissance, la mort sont différents. Oui, c'est-à-dire, lorsque Petite Poussette, dans les années 90, reçoit le choc de ces nouvelles technologies, le monde avait déjà un peu changé. Et en particulier, dans les pays analogues aux nôtres, nous étions plus de la moitié des agriculteurs en 1900, et il n'y a plus que 1% d'agriculteurs aujourd'hui. Donc c'est plus la même nature entre la civilisation rurale et la civilisation en majorité urbaine. Et puis ensuite, l'espérance de vie est formidablement augmentée, on l'a dit tout à l'heure. Mais elle a augmenté pour d'autres raisons aussi. C'est que la maladie a beaucoup changé, c'est-à-dire la guérison a beaucoup changé, donc le corps a changé. Voilà, la souffrance, hein, je vous la entendais dire, aussi, oui. Vous êtes un des rares à demander que le dentiste ne vous fasse pas d'anesthésie. Hein. Oui, lorsque je dis ça au dentiste, le dentiste se recule et me dit « Ah, vous avez 80 ans. » Les nouvelles générations sont dorlotées. C'est-à-dire que c'est difficile de dire cela. Et c'est pourquoi, en partie, j'ai écrit Petite Poussette, c'est que je sais que la nouvelle génération va beaucoup plus souffrir que la nôtre et la vôtre. Pourquoi? Eh bien parce que sur le marché du travail, il y aura beaucoup plus de difficultés et que le monde va se transformer beaucoup plus qu'il ne s'est transformé depuis la guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, ce qui est demandé à la nouvelle génération est un effort beaucoup plus difficile que celui que nous avons fait lorsque nous avons reconstruit après la guerre, vous voyez. Et donc c'est peut-être pour les aider que j'ai écrit ce livre-là, pour aider la génération. Mais la vie, à bien des égards, est plus douce. Elle est plus douce et plus dure à la fois. On ne peut pas donner des jugements aussi globaux, vous voyez. Elle est plus douce, oui, parce qu'il n'y a plus la guerre. Elle est plus douce, oui, parce qu'il y a des anesthésiques, ça c'est sûr. Mais sur le marché du travail, c'est plus difficile. Mais sur les adaptations à un monde tout à fait nouveau, ça sera plus difficile, et ainsi de suite. Elle est donc plus douce, certes, mais peut-être qui demandera des adaptations plus risquées. Vous étiez un enfant de la guerre. J'ai toujours été frappé du fait que ça a beaucoup compté pour vous. Hein. Ah, bien sûr, puisque mon père a fait la guerre de 14, il est revenu gazé. Ma mère a été une des rares à se marier parce que tous les fiancés étaient morts. Donc j'ai connu la guerre d'Espagne parce que je suis né au voisinage de la frontière espagnole. Et puis ensuite la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite les guerres coloniales. Par conséquent, entre ma naissance et l'âge de 30 ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et par conséquent, l'idée que nous sommes en paix me frappe beaucoup plus que mes contemporains. Nous sommes en paix. Cette présence de la mort qui existait, elle manque maintenant? Vous savez, la mort ne me manque pas. La vie peut me manquer, parfois. Mais écoutez, non, un sage ne pense pas à la mort, il pense à la vie. Le saut des générations, vous le décrivez de manière spectaculaire, jusque dans la manière de faire l'amour. Hein. Vous dites, on faisait l'amour habillé dans d'anciennes générations parce qu'on était moins beau, on était plus vitelé que maintenant. Ah oui, pour le déshabillage, c'est frappant. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai connu le moment où sur les plages, on s'y mit tout nu, et tout le monde disait que c'était pour des raisons à la fois
d'exhibition ou sexuelle, pas du tout. C'est que dans les générations avant, le corps n'était pas montrable. Il était plein de bubons, il était plein de cicatrices, il était plein... Et c'est que la médecine avait fait des progrès géants à ce moment-là. Et lorsque le corps a été montrable, on l'a montré tout simplement. Mais vous vous rappelez quand même, à la Renaissance, ils avaient des fraises, vous vous rappelez? Alors tout le monde croit que c'était la mode. Pas du tout, c'était pour cacher le collier de Vénus qui faisait exploser les glandes à cause de la syphilis. C'était horrible. Et donc on mettait des fraises pour cacher. Et donc dès que le corps est montrable, on le montre, bien sûr. Vous êtes témoin du siècle, des 2 siècles même. Hein. Oui. Les guerres, vous remontiez à 1914, il y a 100 ans. Oui. L'ordinateur, l'arrivée de l'ordinateur, vous avez été un témoin, même un acteur, hein, dans les années 50. Oui, j'étais avez vu ça dans le Silicon Valley. Oui, non, Ouais. c'est-à-dire que dès après la guerre, dans les années 50-60, quand je suis sorti de l'école normale, j'ai écrit 5 livres qui s'appelaient Hermès pour annoncer d'une certaine manière que demain, la civilisation ne serait moins de production que de communication. Hermès était le dieu de la communication. Et finalement, Petite Poucette, vous savez, c'est la petite fille d'Hermès, tout simplement, le dieu de la communication. Le mot même ordinateur, Oui. vous êtes de ceux qui très vite l'ont senti, l'ont développé dans les années 50. Vous connaissez l'origine du mot ordinateur, c'est Béus. très amusant, très amusant. Je n'étais pas présent, mais j'étais contemporain. Vous savez qu'à l'école normale, on mélange les scientifiques et les littéraires, ce qui est beaucoup mieux que partout ailleurs. Et à une table où étaient des scientifiques qui venaient de recevoir ce qu'ils appelaient les computers, il y avait un littéraire. Et il parlait des ordinateurs, le littéraire ne comprenait rien, bien entendu. Et à un certain moment, le scientifique apostrophe le littéraire et lui dit « Mais comment tu pourrais trouver un nom, toi qui es un littéraire, sur ce... » Parce que computers, en français c'est difficile de dire compteur, c'est déjà pris pour le gaz et l'électricité, n'est-ce pas? Alors il leur dit « Vous savez, je suis spécialiste du latin tardif en théologie médiévale, alors wow, oh, tu nous emmerdes, etc. » Bon. Et puis, ils continuent, les scientifiques, à raconter les exploits du computer, et tout d'un coup, l'œil du littéraire se brille et dit « Vous savez, ce que vous racontez, je connais, c'est ma thèse. » « Comment c'est ta thèse ?»« Oui, je fais ma thèse sur... » Alors il dit en latin « Deus ordinator », le Dieu qui ordonne le monde. Ordinator, mais ordinateur, c'est ça, vous voyez? Donc il est nécessaire de faire du latin médiéval pour faire des sciences, pour remarquer. C'est extraordinaire. Cette histoire est extraordinaire. Vous êtes né dans le Lot-et-Garonne. Oui. Vous avez gardé l'accent. Oui, un peu, oui. Vous avez gardé le rugby. On Oui, un l'évoquait peu. tout à Oui, l'heure. je ne joue plus depuis Non, longtemps. mais vous l'avez vraiment pratiqué, c'est Oui, pas... bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis, vous avez eu 2 vies, c'est-à-dire la vie d'intellectuel, la vie aussi beaucoup plus physique, de marin. J'ai été marin, ben oui, avant de faire l'école normale, j'ai fait l'école navale. Pourquoi? Oui. Ben, mon père était marinier sur la Garonne, Ouais. c'est-à-dire j'avais passé ma vie sur les marins d'eau douce, si vous voulez, un peu, pas tout à fait le lac comme chez vous, mais le fleuve comme chez moi, c'était la Garonne. Et pour faire mieux que papa, on va de l'eau douce à l'eau salée, tout simplement. Ouais. On a peine à vous imaginer, vous avez été vraiment longuement sur les mers. Oui, c'est-à-dire, il m'est arrivé quelques aventures. C'est un peu mon bateau, dont j'étais le second à l'époque, qui a fait la réouverture du canal de Suez après l'expédition de Suez dans les années 56. Vous avez été perdu en mer. Ça m'est arrivé, oui, quelquefois par des grandes tempêtes en 56. Oui. Qu'est-ce qu'on garde de ça? Un souvenir inoubliable, parce qu'on a l'impression, si vous voulez, que on ne devient un homme qu'après une épreuve importante. Vous voyez, une sorte d'épreuve d'initiation à la vie. Et j'ai l'impression que ça a été peut-être mon initiation décisive à la vie d'adulte. Oui, c'est vrai. Oui. Je ne peux en parler qu'avec beaucoup d'émotion. Vous qui avez tellement lu, et vous relisez beaucoup, hein, je crois, Montaigne, Oui, le lycée, oui. C'était pas du temps perdu, le temps de soldats en mer. Il n'y a jamais de temps perdu dans la vie. De toute chose, on peut tirer le maximum de bonté ou le maximum d'expérience. Oui. Non, il n'y a pas de temps perdu, je ne crois pas. Il n'y a que du temps gagné. Dans vos amours, il y a Tintin. Oui. Et Tintin nous ramène à la Suisse. Hein. Genève est une des Oui, capitales de bien Tintin. sûr, absolument. C'est une vraie passion chez vous. Vous aviez connu Hergé. J'ai connu Hergé pendant plusieurs dizaines d'années. Nous avons été ce que nous appelions ensemble amis de vieillesse. Il y a des amis de jeunesse, ça a été mon ami de vieillesse. J'ai beaucoup admiré cet homme parce qu'il était humble, gentil, serviable, ouvert, gros travailleur, énorme travailleur. Son œuvre est gigantesque. Et puis,
il a eu une évolution extraordinaire parce qu'il est passé quand même d'un moment où la société est encore colonialiste, etc., à un moment où on est ouvert à l'étranger, puisqu'il y a eu tous les épisodes de Chang et de Zorino qui étaient, etc. Donc l'évolution de l'œuvre est vraiment très passionnante. Il était devenu progressiste, Hergé? Il avait été réactionnaire absolu. C'est difficile de dire réac ou progressiste. Ouais. Non, vous savez, quand vous regardez l'évolution des ethnologues, c'est-à-dire des sciences humaines concernant... ils ont tous commencé au musée des colonies, bien entendu. Et ils sont passés ensuite des musées des colonies à l'étude des cultures locales qui les a rendus anticolonialistes, vous voyez. Mais c'est le même mouvement que tous les ethnologues font du début du siècle au milieu du siècle. Hergé l'a fait, tout simplement. On a l'impression, toujours, Michel Serres, que vous n'aimez pas juger. Hein. Vous méfiez beaucoup des jugements. Je ne suis pas non, je ne suis pas juge. Non, c'est vrai. Non. Je préfère décrire, essayer d'être lucide sur les évolutions concrètes de ce qui se passe. Juger qui je suis pour pouvoir juger. Je ne suis pas un juge, non. L'extrême curiosité de Tintin, l'Académie française, le vin. Vous êtes, je crois, membre de l'Académie des vins de Bordeaux. C'est la vraie académie, ouais, voyons. C'est très, très noble, ça. Hein. Oui. Non, il y a dans le vin quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, vous connaissez aussi bien ça en Suisse, bien sûr. C'est la merveille du cuit. Dans le cru, on ne goûte souvent qu'un goût ou deux. Tandis que dans le cuit, il y a une coalescence de plusieurs goûts qui, à un moment, quand on le goûte, fait une sorte de queue de pain extraordinaire. Et là, il y a une expérience sensorielle décisive. Voilà. Et ça, c'est le vin. Ça, c'est le vin. Michel Serres, vous avez 83 ans. Académie française depuis une vingtaine d'années. 25 ans, oui, depuis 90, oui. Vous me disiez, vous avez vu changer, il y a beaucoup de morts à l'Académie. Bien sûr, oui. J'ai connu la génération ancienne, si vous voulez, où il y avait le commandant Cousteau. Quand je suis arrivé à l'Académie française, le commandant Cousteau m'a dit « Bonjour numéro 5 ». « Oh mon Dieu, comment l'entendez-vous, commandant ?» je lui ai dit. Il m'a dit « C'est très simple, il y a eu l'amiral Lacaze, il y a eu Pierre Loti, il y a eu etc. Et il y a eu moi, et puis il y a vous. » C'est-à-dire, il voulait dire les 5 anciens de l'école navale qui étaient entrés à l'Académie française. Il m'a toujours appelé number 5. vous qui êtes peu formel, comment vous regardez ce monde où il y a beaucoup de mondanité, beaucoup de formalisme souvent? Non, vous savez, à l'Académie, il se passe quelque chose de décisif aujourd'hui, qui est la photographie des changements modernes. C'est que l'Académie est chargée de faire le dictionnaire langue française, qui est le dictionnaire suivant, qui fait foi, le dictionnaire de référence. Or, ce dictionnaire, on le fait depuis Richelieu. Donc on connaît toutes les éditions qui arrivent tous les 15 ans à peu près, le temps de stabiliser la langue. Eh bien, la différence de mots entre 2 dictionnaires successifs est toujours, et a été toujours, de 4 à 5 000 mots. Vous voyez, de 4 à 5 000 mots. Donc il y en a toujours plus? Non, entre ceux qui perdent et ceux qui arrivent, c'est-à-dire la péréquation entre les deux. Le changement, si vous voulez, était toujours de 4 à 5 000 mots. Et entre la dernière édition du dictionnaire et celle que nous préparons, la différence est de 37 000 mots. Vous voyez donc là, on a une photographie extraordinairement précise des transformations que nous vivons. Et là, nous sommes à l'observatoire peut-être le plus décisif des transformations culturelles que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout de type académique, réactionnaire, formalisé, etc. Non, on est au contraire à la pointe extrême des transformations culturelles d'aujourd'hui. Le plus beau mot pour vous, dans ces mots qui se renouvellent si vite, c'est quoi? Il y a un mot que j'adore et qui est toujours le même depuis que le monde est monde, c'est le mot amour, tout simplement. Merci Michel Serres. Je vous en prie.